Mesdames et messieurs, membres de la communauté de Co-Critique, bonsoir, bonjour, bon matin. Peu importe le moment de la journée où vous écoutez dans cette aventure, nous, c'est la nuit noire. Parce que l'épisode de ce soir de Les héros de Mille-Miettes, ou devrais-je dire plutôt les héroïnes de Mille-Miettes, aura peut-être quelque chose d'un brin effrayant. Parce qu'on se rappellera que nos aventurières, que je salue ce soir, Kim, Marika et Annabelle, bonsoir mesdames. Hello, comment ça va? Ça va top gun! J'avais vraiment hâte de continuer cette aventure. Depuis notre dernière game, j'étais comme, hey, on joue-tu? Non, c'est pas aujourd'hui. Oh. Mais c'est ça, on est là. On est là. Je suis très content de vous revoir. J'ai adoré nos deux derniers épisodes. Je les adorais particulièrement parce qu'on a croisé un brochet, mais aussi parce que je pense que la trame narrative principale a mis vos petites souris à l'épreuve. Et justement, lançons-nous dans le bain avec un tout petit récapitulatif. Lors des derniers épisodes, nos trois petites souris aventurières, Cassis, Cucurbita et Miyamoto Musashi. Mustachi? Mustachi. Ont quitté la grande, petite, minuscule, mais gigantesque ville de Mille-Miettes afin d'aider leur nouvel ami, le chevalier Goulp, qui est un batracien, membre de l'ordre des chevaliers du Nénuphar, qui a demandé l'aide de nos héroïnes afin de pouvoir trouver un remède, ou bien appliquer le remède ultime au mal qui semble accabler le roi Waron. Bien au-delà au nord de votre petite boulangerie transformée en grande cité de souris, vous vous êtes donc lancé à l'aventure en direction des marais. Vous vous souvenez aussi qu'on vous a proposé, avant de vous rendre vers le roi Waron, deux peut-être pistes d'exploration. Au nord-est, au-delà du ravin des Braves, il y a une ancienne citadelle, un bastion qui date de l'époque où les souris et les grenouilles étaient en guerre. Bastion que tu connais comme étant un point très intéressant pour la pêche Cassis, puisqu'il est entouré d'une petite douve. Le fort fortifié, le bastion fortifié devrais-je dire, du creux du Nœud. Au nord-ouest, à l'ouest donc du trône du roi Waron, il semblerait que les terres désolées abritent les dernières peaux muées et peut-être même des restants du cadavre du terrible serpent fidèle, celui qui jadis protégeait votre village des rats, mais qui, au bout d'un certain moment, lorsque son maître Chakran a perdu le contrôle, il s'est mis à dévorer des souris, et c'est la raison pour laquelle le roi Waron l'a dévoré. Ni une ni deux, vous avez tiré quelques conclusions, peut-être un brin hâtive, comme quoi, comme Cucurbita l'a si bien dit, elle a déjà mangé un vieux fromage qui a mal viré et elle a filé un peu tout croche. Peut-être que c'est la même chose qui accable le roi Waron. Bref, vous avez apporté avec vous, sans devoir peut-être perdre quelques points de vie en tombant de milieu dans les airs, vous avez emporté votre petit baluchon et vous avez pris la route du nord, enjambé le ravin des Braves grâce à une combinaison d'agilité, de force et de sauvetage nautique. Et vous vous êtes abrité sous une grande fougère alors que la nuit commençait à tomber. Vous avez utilisé le troisième quart de la journée pour vous reposer, afin d'ensuite prendre la route du nord-est pour aller au bastion du creux du Nœud. Mesdames, avant que l'on se lance dans l'épisode de ce soir, deux questions pour vous. Une qui est hors jeu et une que j'aimerais que peut-être vous exploriez en jeu si cela vous intéresse, mais est-ce que c'est toujours votre destination, le bastion du creux du Nœud? Est-ce que oui? Ben, ultimement, oui, là, oui. Oui. Ben, c'est la nuit qui tombe, puis moi, j'ai juste hâte de dormir. Mm-hmm. Il y a plus de chances qu'on rencontre un fantôme, j'allais dire un vampire, un fantôme la nuit. Oh, nice, je change toute ma quest. Très bien. La deuxième question que j'aurais pour vous. Alors que la nuit tombe, est-ce que selon vous, c'est la première nuit que vos petites souris vont passer aussi loin de Mille-Miettes? Et si oui ou non, depuis combien de temps est-ce que vous avez passé une nuit dans la nature sauvage? J'ai l'impression que Cassis, ça y arrive souvent, en fait, de passer 1 ou 2 journées à l'extérieur du village pour faire des voyages de pêche. Parce que sachant à quel point ça peut prendre du temps à se rendre d'un endroit à l'autre, ben aussi bien faire du camping sur place puis revenir plus tard. Fait que, niveau habitué de passer des nuits en forêt, peut-être. OK. À un certain niveau, tu sais. Pour vous, Cucurbita, Miyamoto? Moi, j'aurais tendance à dire que vu que je suis une
criminelle de la rue, genre une togue de la rue. Moi, j'aurais tendance à dire que j'ai déjà allé me battre avec les rats une fois la nuit tombée, là. Mais peut-être moins en forêt. Peut-être que c'était plus dans ce qu'on pourrait considérer un peu comme la ville, plus urbain. Fait que je dirais que je connais un peu la nuit, mais peut-être moins bien la nature la nuit. Très bien. Et pour toi, Miyamoto? Miyamoto, elle reste vraiment plus, j'imagine, dans la boulangerie, mais entre les planchers. Et donc, elle reste à l'extérieur de la communauté. Ça passe des nuits mal pris dans un coin parce que si elle sort de là, le chat va la manger. Fait que, elle a déjà comme affronté un danger la nuit, mais elle a pas sorti tant que ça. Elle, c'est ça, elle fait... Et sneak, mais à l'intérieur. Très bien. Alors, disons que il y a un léger inconfort qui vous habite, même si pour la plupart, vous avez déjà vécu des nuits à l'extérieur du confort de Mille-Miettes. Et là, la première chose qui vous frappe, je vous le rappelle, c'est que la nuit commence à tomber et qu'il fait beaucoup plus froid. Vous êtes habitué dans les derniers jours de vivre tout près de cette fournaise qui est partie en folie et qui ne semble pas arrêter de chauffer dans le sous-sol de Mille-Miettes. Cet inconfort laisse place tranquillement à un sentiment qui vous attrape par les tripes. Parce qu'autour de vous, la végétation qui autrefois pouvait vous servir de refuge pour vous protéger des créatures ailées qui fendent le ciel et qui vous emporteraient dans leurs serres, peut maintenant désormais abriter peut-être un danger, une menace. Laissant derrière vous le ravin des Braves où Miyamoto a laissé quelques poils, vous vous enfoncez de plus en plus dans cette forêt de bouleaux aux racines noueuses qui s'entrechoquent, laissant certes de petits orifices où vos petits corps de souriceaux peuvent passer, pour certaines avec plus de facilité que d'autres. Mais à chaque fois que vous quittez une racine, devancée parfois par Goulp, les yeux sont aux aguets. Et le confort de votre vie urbaine laisse place à un sentiment très instinctif. Ce sentiment qui vous prend les tripes, la peur. Parce que le territoire dans lequel vous avancez actuellement est un territoire qui jadis était synonyme de guerre, de violence pour votre peuple. Oui, Cassis, c'est un lieu où vous avez pu pêcher, où des ressources s'offrent à vous, mais il n'en demeure pas moins qu'il ne s'agit pas de vos terres à vous. Et on s'imagine que notre petite caméra narrative surplombe une racine et que cette voix externe s'adresse à vous et à notre public. Laissant derrière elle le confort de Mille-Miettes, nos aventurières avancent en direction des marais. À perte de vue, un étang jonché de fleurs obscures, probablement le jour offrant un spectacle. Époustouflant, joue un jeu d'ombre et de lumière. Est-ce une forme, une menace, un salut? Ils le sauront bien assez vite. Et justement, notre caméra narrative vous suit tandis que vous commencez tranquillement à descendre une pente. Et que devant vous, il y a de l'eau, très calme, le reflet d'une lune pleine qui jette des lumières, dans un spectacle peut-être magnifique, mais qui pour l'instant, pour vous, est trop alien et trop étranger pour que vous puissiez réellement l'apprécier. Vous entendez les croassements de certaines grenouilles, crapauds, peut-être même du terrible roi Waron, qui sait, qui se mélangent à des battements d'ailes qui tout de suite vous précipitent sous des racines. Et vous prenez conscience que bien que vous soyez chargé de courage, la nuit n'est pas votre territoire. Mais heureusement pour vous, vous êtes guidé par Goulp qui vous amène un peu plus à l'est et vous éloigne un peu de l'amoncellement principal de Nénuphar qui visiblement pourrait être le lieu de repos du roi Waron, pour vous diriger vers un étrange paysage, une vue, ma foi, assez particulière. Cassis, tu l'as déjà vu de jour, peut-être pas souvent de nuit, mais devant vous, pour nous, nos yeux d'humains, il y a de grands seaux de métal empilés les uns sur les autres, enroulés d'une grande corde de barbelés. Mais pour vos yeux à vous, ces anciens pots de peinture enroulés d'une vieille chaîne forment des grandes tours et de grands donjons, et un tout petit pont-levis, une branche, des racines, qui permettent de passer par-dessus une douve qui cintre un lieu stratégiquement très important, le bastion du creux du nœud. Parce que au-delà de ces trois seaux, ces trois pots de peinture abandonnés, il y a un grand arbre noueux qui grimpe dans le ciel,
et sur la plus haute de ses branches, 2 yeux jaunes qui scrutent l'horizon et qui balaient du regard les alentours. Un bruit que vous savez être synonyme de mort. Une odeur que vous n'avez jamais ou presque sentie. Cassis, pour y avoir pêché, tu le sais. Les eaux à proximité du creux du nœud ont été contaminées par ce qui, jadis, était contenu dans les tours de métal. Et pour vous, humaines, joueuses, il y a des restants de peinture au sol qui se sont déversés, qui ont contaminé le sol et les eaux aux alentours. Il y a une odeur très forte qui vous empoigne les narines. Et la combinaison de cette odeur, de la vue, l'espèce de créature dans l'arbre, laisse soudainement place à quelque chose de plus terrifiant. Un cri. Qui se répercute en écho et qui semble se disperser des milles et des lieues à la ronde, tandis que le bruit résonne en écho sur les vagues de l'étang. Le marais non plus n'est pas votre territoire, la nuit n'est pas votre repère, mais devant vous, votre destination. Chères héroïnes, que faites-vous? Je pense que Cassis se tournerait vers les 3 autres, en fait, en faisant Je vous invite à vous couvrir le museau avec quelque chose. Parfois, les vapeurs nous montent à la tête. J'écouterai et je déchirerai un autre pan de ma jupe pour le mettre sur mon nez, puis je pourrais même partager, là, j'en enlèverai un petit peu, puis je le donnerai à mes deux collègues. Tu fais un bandana à partir de la jupe voyons. Juste curbitacé dans la tête. C'est ça. Curbita, c'est. C'est juste la dernière syllabe qu'on laisse à la maison. Elle l'a sûrement mangé, en fait. Oh, ouais. Clairement. La peinture qui est au sol, je sais pas si tu y as pensé, là, mais elle est de quelle couleur? Dans la nuit noire, pour toi, c'est des reflets très sombres. Mais pour ajouter à la narrative, c'est comme si les seaux en question saignaient continuellement. Parce que dans les reflets, c'est comme un bourgogne rougeâtre. En plein jour, c'est magnifique. Il y a plein de couleurs, du vert, du jaune, du bleu, du cyan. Mais dans la nuit, avec les reflets, on dirait juste que les seaux saignent ou qu'il y a comme un liquide très lourd qui s'en échappe. Et ne vous laissez pas prendre par la couleur du sol. Parfois, on oublie la profondeur que ça a réellement. Faites attention, vous mettez les pattes. Est-ce que les seaux sont loin, puis le espèce de petit pont-levis est loin de nous? Si tu veux, oui. Si tu veux être proche, vous êtes proche. À toi de voir. J'ai pas de problème avec les distances dans Mouse Ritter. Est-ce que tu préférerais être caché à distance? Non, moi je pense que je préférerais être proche. Mais je veux pas l'imposer à mes amis. Je suis. Okay. Parce que là, je me demande si c'est possible de... Bon, ça doit pas vraiment nous cacher, mais moi, je connais rien à ça parce que je suis habituée d'être à l'intérieur. Mais si on se prenait comme une feuille qui traîne au sol ou quelque chose du genre pour se couvrir, est-ce qu'on serait camouflé? Ou du moins, dans ma tête, je penserais être camouflé. Fait que je ferais ça. Ben, fort probablement, en fait. Si dans ta tête, tu penses que vous êtes camouflé, vous êtes sûrement camouflé, en fait. C'est probablement une excellente stratégie. Dans ma tête, c'est excellent. Fait que c'est ça, je prendrais une espèce de feuille ou prendre de chaîne là, qui traîne à terre, puis je me mets ça sur le dos, là, puis on voit juste ma queue touffue sortir de là, puis j'essaie d'avancer furtivement, tranquillement vers l'accès à la tour. Excellent. Tandis que tu t'approches, tu vois que justement, il y a un petit pont là, qui semble permettre de traverser la douve qui est autour du bastion. Mais que dans le seau, il y a comme une ouverture qui a été taillée. Puis tu vois, plus tu t'en rapproches avec les reflets de la nuit, tu sais, c'est noir, mais quand même assez lumineux, il n'y a pas trop de nuages dans le ciel. Tu vois qu'il y a comme une grande porte, mais il y a comme un portique, dans le sens où tu peux rentrer à l'intérieur, puis la porte est un peu à l'intérieur du seau. Mais entre le pont et la porte, t'as quand même une petite distance à parcourir rapidement avec ta feuille pour ne pas être repéré par les yeux jaunes. Est-ce que je peux passer par en dessous du pont en m'accrochant? Assurément. Fait que... J'ai déjà survécu à la mort une fois. Je peux pas mourir 2 fois la même journée, hein? Et
en se croyant un peu à moitié, je dois l'avouer, je me lancerai par le dessous du pont pour essayer d'éviter les yeux jaunes. Avant qu'on se rende à cette action en particulier, juste savoir, Cucurbita, Cassis, est-ce que vous laissez aller votre collègue ou est-ce que vous la suivez du même pas? Es-tu encore sous la feuille? Mais moi, je nous imagine en dessous d'une longue feuille, puis comme les quatre ont... Ah, ok, moi je pensais qu'on avait juste une chaque. Ben, ça dépend, là. Ben, il y a une petite feuille, puis il y a une grande feuille pour 3. Donc, il y a une grande feuille pour Cucurbita, Cassis et Sir Gulp. Puis il y a une toute petite feuille que vous voyez virevolter puis soudainement essayer de glisser en dessous du pont pour passer. Donc avec votre grande feuille, est-ce que vous la suivez? Oh, je pense que c'est pas une bonne idée. Mais oui, absolument. Excellent. Quand vous prenez Cucurbita, ouais? Mais moi, je pense que je ferais juste comme avant d'y aller, je ferais comme attendez ici, voir si je tombe. Suivez-moi pas dans la mort. Ok. Comment tu réagis à ça, Cucurbita? Je vais écouter les consignes de mes 2 collègues. Là, je leur fais confiance. Juste une question plus technique. Ouais. Le bruit du fantôme, là, oui. Est-ce qu'il provenait de l'endroit où il y a l'oiseau ou non? Il semble provenir du bastion, au pied de l'arbre. Parfait. Ouais. Excellent. Je voulais juste savoir ça. Non, c'est parfait. Excellente question. Donc, vous vous arrêtez. De la façon dont je l'imagine, il y a les 2 petites feuilles là, qui, comme balayées par le vent, s'avancent, puis la grande feuille s'arrête derrière une pierre qui permet d'offrir un certain couvert. Puis la plus petite feuille s'avance pour essayer de traverser. Puis plus tu te rapproches, plus tu te rends compte que c'est pas un pont. C'est une des racines de l'arbre qui sort du sol puis qui permet de passer par-dessus le ravin qui visiblement a été construit par des mains de souris, de batraciens, mais qui n'est pas créé par une rigole naturelle. Et quand tu passes vers ce pont, tu peux essayer de passer en dessous, si tu veux. Ça va être un jet de sauvegarde de dextérité, s'il te plaît. Ou de force. Oui. Mais en fait, je dirais probablement la dex, mais je ferais comme si ça m'a sauvé la mise plus tôt dans la journée. Et je m'enduirais probablement les mains de colle quelconque que j'ai dans mes bagages. J'allais dire de sève collante, mais c'est probablement pas ça vu que je viens de la boulangerie. Ok, excellent. Ouais, c'est peut-être on a utilisé le mot sève, mais en effet, c'est peut-être plus une colle humaine. Un vieux pot de colle. Un morceau de colle prite là, que t'as dans tes poches. Ouais. On salue tous les enfants qui font du bricolage. Ouais. Puis tu t'en enduis bien généreusement les mains. Ouais. Puis tu vas en dessous du pont. Ouais. Et Dieu sait que ça colle pas beaucoup, fait que je devrais pas mourir collé quelque part. Non, c'est ça. On va espérer pour toi. Je vais te demander de faire un jet de sauvegarde de dextérité, s'il te plaît. Yes. Je veux juste ajouter, dès que Miyamoto, c'est ça? Oui. Quitte puis commence à avancer, moi c'est sûr que je fais juste observer les 2 yeux jaunes pour voir si il semble regarder vers mon ami. Tu sais, je veux vraiment l'observer pour être sûr de le voir si jamais il semble foncer vers elle ou quelque chose comme ça. Tu sais, ne pas en perdre une. Puis d'abord, si tu fais ça, je vais garder moi un œil vraiment sur ce qu'elle a fait pour pouvoir observer le chemin qu'elle prend. Ok. Genre si ça marche pas, peut-être pas prendre ce chemin-là. Cucurbita, je vais te demander... Ah, vas-y, Miyamoto. Mais j'allais dire, j'ai une dernière question. La racine, est-ce que c'est vraiment... tu sais, comme les racines avec plein de petits embranchements, plein de plus petites racines qui ressortent, ou avec le temps assez usé, puis c'est vraiment juste comme un bio? Ben, il y a des petites racines, si tu veux, qui en ressortent. C'est le printemps aussi, donc la nature commence un peu à reprendre sa place, là. Mais c'est vraiment plus comme une grande branche avec quelques petites racinettes, mettons. Parce que arrivé devant, probablement, je me suis demandé si j'emprunte la corde à Cassis, puis comme je l'attache, tu sais, puis je peux faire comme une ceinture de sauvegarde, mais est-ce que ça va bloquer partout parce qu'il y a trop de racines encore sur la branche? Non. Ouais. Puis ma corde est rendue longue comme moi. Ouais, c'est une petite corde maintenant. Ouais, mais moi, c'est ce que je veux faire, c'est comme, tu sais, les faire un anneau, là. Ouais, c'est ça. Fait que je suis suspendue par le bedon un peu, là. Comme ça, si mes mains lâchent, j'ai de quoi pour me sauver. Parfait. Donc, tout ceci se déroule. Tu crées ta machine simple. Et Cucurbita, avant que Miyamoto se lance, je vais te demander de rouler un D6 pour la chance, s'il te plaît. 2. Très bien. Tandis que tu vois Miyamoto s'avancer,
directement au moment où la feuille semble tomber un peu de son dos pour qu'elle puisse bien tenir la corde pour traverser. Tu vois que les yeux jaunes qui balayaient l'horizon se fixent sur le pont. À ce moment-là, j'essaie d'imiter le bruit du fantôme. Oh, clever. Oh, c'est clair que c'est pas pareil, là. Je veux dire, ça reste une souris qui essaie de... Ben, en même temps, je sais pas, peut-être que le fantôme est une souris, mais j'essaie le plus que je suis capable d'imiter le bruit du fantôme pour attirer l'attention ailleurs. OK. Je vais te demander de faire un jet de willpower, s'il te plaît. Donc, un jet de sauvegarde de will. On va tomber ça dans la grande catégorie du charisme. Ouais, mais t'as plus d'items. Et non. Non. Tu commences à essayer d'imiter le cri du fantôme, puis tu vois que les yeux jaunes se fixent vers vous. Donc, t'as réussi à attirer l'attention. Mais tu vois aussi peu de temps après que les ailes s'ouvrent grandes. Puis, la bête commence à planer au-dessus de vous, puis vous dépasse. Ça en va s'engouffrer dans les bouleaux. Puis tandis que vous levez les yeux puis vous essayez de la voir, elle a disparu. Miyamoto, ton jet de dextérité, s'il te plaît, à avantage. Oui. Avantage en plus, OK. Avec ta corde. Oui. Je l'ai. 8 sur 11. 8. Tu réussis à traverser de l'autre côté, mais les lois de la physique étant ce qu'elle est, la petite feuille glisse, par exemple, de ton dos. Oui. Mais la corde, elle, réussit à t'aider puis à t'aider à traverser. Mais est-ce que tu jettes un coup d'œil vers le bas? Oui. Je me suis dit que ça m'a sauvé du brochet, fait que... Je suis une souris pragmatique qui apprend. Oui. Tu vois la feuille qui virevolte au vent puis qui se dépose dans l'eau puis qui envoie comme une petite vague dans l'eau. Puis tu vois qu'il y a plusieurs choses dans l'eau qui ne semblent pas bouger. Et dans comme ce mélange d'huile et d'eau, tu vois qu'il y a de nombreuses dépouilles qui jonchent le fond du ravin. Comme la douve. Il semble y avoir des choses qui se sont ramassées avec le temps et qui sont dans un état de décomposition assez avancé. Est-ce que ça pourrait dater de la guerre? Il faudrait que tu t'arrêtes puis que tu inspectes si tu veux voir un peu mieux ou peut-être descendre. Non. Je n'ai pas allé tenter le cadavre, non. Est-ce que tu laisses la corde là? Ben dans le fond, c'est ça, tu sais, si je remonte pour aller dans l'embrasure, oui. En fait, ben... Là, j'hésite vraiment, parce que je peux pas vraiment comme la pousser pour qu'elle glisse tout seul vers... Ben, si c'est ce que tu veux, le pont étant pas très grand, juste pour simplifier la chose, tu peux la laisser là. Si tu la laisses là, je considère que les autres peuvent l'utiliser. Ok, parfait, oui, je la laisse là. Excellent. Puis tu continues, puis tu t'en vas sous l'embrasure. Oui. Excellent. Cassis, Cucurbita et Sir Gulp, vous voyez soudainement Miyamoto disparaître et réapparaître de l'autre côté de la racine, puis son pelage noir se fond dans la nuit et elle se rend à l'embrasure de la porte. Avant de revenir à toi, Miyamoto, Cassis, Cucurbita, que faites-vous? Ben, je pense que dès qu'on voit qu'elle est remontée de l'autre côté, donner juste un petit coup de coude aux autres, faire genre... Je pense qu'on peut y aller. OK. Excellent. On va faire un jet contesté. Donc, parce que comme je le disais, j'aime bien essayer d'utiliser toutes les mécaniques du jeu. Laissez-moi juste vérifier. Pour être sûr de bien utiliser cette règle. Excellent. Donc, vous allez tout simplement rouler un D20 et on va prendre le plus gros résultat de vous deux pour le comparer au résultat de mon D20 pour un effet quelconque. Cassis, tu as eu combien? 15. Cucurbita? 13. 13. Excellent. Donc, vous avancez, puis Sir Gulp avance un petit peu par bond. Puis Cassis, au bout d'un moment, t'es comme, ben voyons, marche! Puis tu lâches la feuille. Puis Cucurbita te rentre dedans, puis là, tu tombes un peu au sol, puis la feuille se tasse sur le côté, puis tu lèves les yeux, puis tu vois qu'il y a 2 yeux jaunes qui te fixent. T'as 2 choix. Soit vous essayez de vous cacher, soit tu cours. Est-ce qu'on est pas mal à la même distance entre la roche puis le pont? Pour bien faire les choses, oui.
Alors, ni une ni deux, je pense que Cassis entamerait sa course vers le dessous de la racine. OK. Pour En essayer de t'y espérant- cacher, genre. Ouais, c'est ça. Puis comme continuer d'avancer, mais en me disant que si je suis en dessous de la racine, je suis moins accessible. Parfait. Donc, Cucurbita, tu vois, tu rentres, ta grosse bédaine de souris accroche Cassis qui tombe au sol, puis tu veux peut-être essayer de la relever, puis elle jette un coup d'œil derrière toi, puis tchouf, elle part. Puis là, j'imagine que ni une ni deux, tu la suis. Oui, exactement, si je vais courir. Vous courez. Il y a Sir Gulp qui tient la feuille sur lui puis qui essaye d'avancer par bond. Puis là, qui comprend ok, que le stratagème, ça a plus lieu d'être. Là. Puis vous courez, mais il y en a juste une de vous deux qui va pouvoir utiliser la corde. Donc, Cassis, est-ce que tu prends la corde pour te glisser en dessous de la racine? Oui, vas-y, je suis trop grosse. OK, oui. Excellent. Donc, tu te glisses en dessous. Cucurbita, est-ce que tu veux passer par-dessus ou tu veux glisser en dessous toi aussi? Non, je vais glisser en dessous parce que si je vais par-dessus, il risque de me prendre au vol. Là. Mais Je vais être à découvert. si tu veux, tu peux essayer de sprinter dans le fond. Est-ce que tu fais un jet de dextérité pour glisser en dessous ou un jet de force pour pouvoir passer au-delà? Ah non, rapidement? jet de force pour passer au-dessus. OK. Excellent. Donc, Cassis, tu vas pouvoir faire un jet de dextérité à avantage et Cucurbita, tu vas pouvoir faire un jet de force. Tel comme ça. Classique. Naturel. Oh! Bon. Deux Ok. succès. Fantastique. Excellent. Vous avancez très rapidement vers la racine. Cucurbita, tu jettes nerveusement des coups d'œil derrière toi, puis tes pattes, avec une agilité que tu ne te connaissais pas, réussissent à juste comme se placer puis à s'abattre sur la racine, puis Cassis est en dessous, puis tout shake, là. Tandis que Cucurbita court, puis elle se précipite, bang, juste à côté de Miyamoto, cachée dans l'entrebâillement de cette grande porte dans le seau. Cassis, tu glisses en dessous de la racine, puis tu te tiens là sur place, puis tu t'attends, j'imagine? Tu te caches? Ben non, moi, mon but, c'était de traverser par en dessous. OK, excellent. Comme Miyamoto a fait. Parfait. Tu glisses en dessous, puis t'avances, tu lâches la corde, puis au moment où tu lâches la corde, tu vois des pattes qui arrivent juste à côté de toi, puis une main qui se tend en ta direction, puis c'est Sir Gulp qui t'extirpe de là le plus rapidement possible, puis il bondit, puis il avance avec toi, puis il est comme « Mais dépêchez-vous! Dépêchez-vous! » Puis là, vous avancez, puis vous vous approchez directement de l'entrebâillement de la porte, puis vous ne l'avez pas entendu. Mais toi, Miyamoto, t'as tout vu. Il y a une ombre qui s'est détachée d'un bouleau, puis qui a commencé à planer en direction de tes amis. Puis qu'elle se place, cette ombre, juste devant la porte, les ailes toutes béantes. Puis il y a une bourrasque de vent qui s'engorge à l'intérieur de la porte puis de l'entrebâillement. Puis il y a cette grande créature qui penche sa grande tête dans votre direction. Heureusement, caché dans l'entrebâillement de la porte, vous êtes comme un peu protégé. Son bec semble pas pouvoir se rendre jusqu'à vous. Puis la tête tourne, valse d'un autre côté. Où allez-vous? Vous parlez? Où allez-vous? Nous allions voir le fantôme. Êtes-vous des amis du roi Waron? Je l'ai jamais vu de ma vie. Sir Gulp est caché dans l'ombre, puis il sait comme pas comment agir. Il attend que vous preniez, vous commettiez. Mais mais non, mais c'est pas faux. Je suis une petite souris, je l'ai jamais vu de ma vie. J'en ai entendu parler, j'ai rien contre lui, je l'ai jamais vu. Cucurbita, Cassis, vous ne dites rien? Ben moi, je suis là. Je pensais Vous que êtes j'étais là. encore... Vous êtes là, je vous pensais que l'oiseau était entre... Non, tout le monde est rentré dans l'entrebâillement de la porte. Ah! Ouais. Je ne séparerai jamais votre groupe. Ou presque. Nous allions vers chez lui. Avez-vous la magie avec vous? Non. Puis il ouvre très grand ses ailes. Mais Puis il y a une bourrasque de vent qui s'engouffre. Miyamoto, tu voulais faire quelque chose? ben, j'ai juste comme... Est-ce que je comprends que si je l'entends parler, tu sais, j'entends son langage, je comprends son langage, c'est la même chose que Sir Gulp, que lui a probablement été touché par la magie? Oui, probablement, oui. C'est ça. Ben, je pense que j'y dirais. Mais vous avez été touché par la magie. Puis tu vois que sa tête se penche super près de toi, là. Puis il ouvre sa grande gueule. Puis tu vois
que cette créature-là a 2 petites aigrettes sur la tête. Son plumage est un peu brisé sur son front. Tu vois qu'il y a des grandes cicatrices au visage. Visiblement, là, c'est pas un jeune hibou, là. Okay? Il a été attaqué, il a combattu, il a du vécu. Puis il ouvre son grand bec, là, puis il vomit devant vous. Spark! Un gros amas visqueux de fourrure. Puis vous voyez qu'il y a juste une queue qui semble en sortir puis qui s'élonge jusque devant vous. Puis la créature en question semble être recouverte d'un... ce qui pourrait peut-être s'apparenter au costume de Wapaka, le mage de Mille-Miettes. C'est pas lui, c'est impossible. Et est-ce que ça a l'air de bouger et d'être vivant? Non. OK. C'est... Oui. Vous avez mangé de la magie, hein? Si vous voulez repartir, il faudra me nourrir. Et le hibou quitte. Et vous vous retrouvez comme ça seul, avec cette créature morte devant vous. Un dur rappel de la brutalité du royaume dans lequel vous évoluez. Devant vous, ce cadavre, et derrière vous, cette porte, dans le petit âtre, ce petit hall d'entrée qui vous permet de vous couvrir du ciel et qui a été votre salut, il semblerait. Que faites-vous? Je pense que curieuse d'examiner le cadavre. Excellent. Cassis, qu'est-ce que tu fais? Ben, je m'en dire, je pense que tout de suite, je vais regarder comme mes provisions puis faire comme, bon, ben, qu'est-ce que je pourrais lui donner, tu sais? Un petit poisson. Un petit méné. Cucurbita, pour ta part? Pour l'instant, moi, ce qui m'intéresse, ce serait d'ouvrir la porte pour savoir ce qu'il y a de l'autre côté. Mais je vais quand même attendre que mes collègues fassent ce qu'elles ont à faire. Je crois pas que nos provisions, ce sera suffisant pour cette grosse bête. Regardez ce qui est sorti de sa gueule. Non, je sais, mais j'essaie juste de trouver une solution qui serait peut-être pas une de nous 3. Ou un de nous 4. J'ai l'impression que ce soit vraiment délicieux. Je peux bondir hors de son bec, très rapidement. Mais mon devoir de chevalier me ferait me combattre à vos côtés. Puis Miyamoto t'inspecte une espèce de créature qui est au sol. Puis il est dans un état de gestion assez avancé, là. Mais tandis que tu soulèves, tu sais, ce qui semble être un amas de salive, de balles, de flux digestif, là. Si tu lèves, c'est une espèce de cape, puis il y a juste des morceaux d'aluminium qui tressent entre les doigts. Mais visiblement, c'était une souris, ça, avant. Mais il ne semble pas trouver d'objet sur elle. Fait que fort probablement que la créature, de ce que t'en déduis, là, avec ta réflexion de tantôt, c'est qu'elle a gardé la magie, puis elle a rejeté le déchet. OK. Puis est-ce que je reconnais la souris comme étant faisant partie venant des Mille-Miettes? Du tout. C'est une souris blanche, puis juste pour le trip de pouvoir semer quelque chose pour une prochaine campagne, elle a comme un objet de plastique dans une oreille de prix. Cucurbita, tu te retournes vers la porte, puis t'inspectes un peu, puis tu vois que c'est comme 2 portes lourdes. Puis si tu mets juste un petit peu de force dessus, tu vois qu'elle semble bouger, là. Donc il n'y a pas de barrure, il n'y a pas de serrure. T'inspectes un peu, t'as tendu peut-être déjà des pièges ou t'en as déjoué. Il semble pas y avoir de mécanisme ou autre, là. C'est juste 2 grosses portes qui tiennent en place. D'accord. Est-ce que tu les ouvres? Je vais attendre le hockey de mes collègues. Est-ce que j'ai vu que le mage avait genre du papier d'aluminium sur lui? Un genre de papier d'aluminium? Ouais. Moi, j'essaie de le ramasser. S'il est en bon état, je vais vouloir me faire un vêtement possiblement avec. OK. Ben, disons que ce qui était jadis une robe, maintenant c'est comme peut-être un pagne, tu sais, parce qu'il se défait, là. Mais t'es capable de t'en faire un peu des vêtements, puis tu sais, t'es un peu reluisante, puis ça te couvre un peu, ça te réchauffe, mais il est gluant, là. Juste comme, regardez, on dirait que j'ai une armure. Oui, avec comme une de la petite odeur. Mais tu sais, moi, je suis pas en action active en ce moment, là. Tu sais, je fouille dans mes poches, là. Fait que... Parfait. Okay. Je vais leur dire, est-ce que vous êtes prêtes? Nous pourrions essayer d'ouvrir la porte pour voir ce qui se cache de l'autre côté. Oui. Et je vais tenter de pousser de mes petites pattes.
Excellent. Au moment où tu mets les mains sur la porte, vous avez tous un petit sursaut, tandis que vous entendez ching l'épée de Sir Gulp miroiter dans la nuit. Puis il la place devant lui, puis il y a une petite rondache, puis vous voyez qu'il tombe en mode guerrier. Là. Je ne sais pas ce qui se terre dans ce bastion, mais beaucoup de mes semblables s'y sont frottés jadis. Peu importe ce qui y vit maintenant, c'est sûr que c'est dangereux. Soyez sur vos gardes, héroïne de Milbiette. Et tu pousses la porte. Il y a comme le vent derrière vous qui vous propulse un peu vers l'avant, parce qu'il y a comme cette espèce de vide qui se crée à l'intérieur de la première pièce. Puis, tandis que les portes s'ouvrent grandes, tu vois qu'il y a différents trous dans les seaux qui permettent de projeter des petits jets de lumière, la lune, les étoiles qui miroitent. Et l'environnement devant vous, visiblement, jadis était habité, mais maintenant est laissé à l'abandon. Là. Il y avait peut-être d'anciens meubles de facture souricière que vous voyez, qui sont brisés, qui jonchent le sol. Il y a beaucoup de poussière. Et après que votre vue soit stimulée, c'est vos oreilles qui sont toutes aux aguets. Vous entendez la même plainte. Qui semble se répercuter dans les couloirs, impossible d'en détecter la source. Poussez les portes, et vous avancez à l'intérieur de cette première pièce. Et quand vous regardez un peu autour de vous, pour vous la décrire simplement, chacune des pièces que l'on va visiter ce soir sont comme une partie d'un seau. Okay? C'est comme si c'était uniquement des pièces rondes, circulaires, emboîtées les unes sur les autres, avec un paquet d'ouvertures qui permettent de grimper. Il n'y a pas tant d'escaliers très bien façonnés ou d'échelles, ça semble pas être nécessaire. C'est vraiment un lieu de défense. Donc c'était plusieurs donjons, juchés les uns sur les autres, avec des morceaux de métal ou des planches qui les entrecoupent, comme pour créer des paliers. Il faut remarquer que dans cette pièce-ci, il y a des jets de lumière, puis au centre, il y a comme un puits de lumière. Et il n'y a pas d'autre issue que ce puits de lumière-là. Je pense que, sachant qu'on est à l'intérieur maintenant, puis que visiblement la créature peut pas entrer avec nous parce qu'elle était trop grande, Cassis va en profiter pour allumer une torche. Très brillant, ça. Très brillant, Cassis. Quand tu frottes entre elles, entre eux les petits morceaux de silex ou de limestone, voyons. Bref. Regarde, tu fais des flamèches. Oui. Tu fais des flamèches. Oui. Okay, regarde, tu fais des flamèches. Puis ta petite torche s'embrase. Puis elle jette une lumière autour de vous. Tu peux marquer d'une utilisation ta torche. Et la lumière qui se répercute autour de vous donne au lieu une apparence encore plus lugubre. Parce que, autour de vous, les meubles semblent être recouverts d'une matière visqueuse, collante. Comme si quelque chose avait comme bavé abondamment, mais c'est comme plus solide. Là. Il y a comme les longues tiges de cette bave, de ce mucus qui semble recouvrir les lieux. Puis au centre, le puits de lumière, là, il y a comme quelques petites ficelles qui en tombent, puis tout le tour de ce puits-là semble être recouvert du même mucus, ou de la même matière collante. Gardez bien les bandeaux sur vos museaux, hein. On ne sait pas, peut-être que quelque chose se dégage de cette visqueuse matière. Oui, plus vite nous en serons partis, mieux nous serons, je crois. Le puits de lumière, la lumière qui en sort, c'est la lumière de la nuit, là. C'est dehors qu'on voit. Il y a juste la lumière naturelle à l'exception de la torche de Cassis. OK. Et c'est très haut. Ça semble la lumière venir de haut, mais vous, si vous voulez grimper, là, c'est possible avec votre petite agilité de souris de comme grimper pour passer à un niveau supérieur. C'est un peu comme ça qu'on peut circuler, là. C'est comme une grande passoire, il y a des trous, tu sautes, t'arrives au deuxième niveau, tu peux ressauter à travers d'autres trous, puis il doit y avoir d'autres orifices, mais comme c'est un lieu de défense, le premier étage n'a qu'un seul trou. Comme ça, si jamais ils se font prendre, il y a juste un endroit à garder. Mais je pense qu'il y a juste un chemin. Oui, allons-y. Excellent. Vous vous rapprochez, peut-être en vous aidant en faisant la courte échelle. Gulp passe en premier parce qu'il peut sauter très facilement. Fou, il saute, il arrive en haut. Et qui est la première d'entre vous qui grimpe? Est-ce que vous voulez que je... Vas-y, ouais. ouais. Non, mais je m'en disais, voulez-vous que je termine la marche vu que j'ai la torche ou que j'arrive en premier vu que j'ai la torche? Tu peux terminer la marche. Moi, je peux commencer parce que je pense que j'ai plus de points de vie que vous. Puis on pourrait protéger notre ami Cucurbita dans le milieu. Excellent.
Donc, Miyamoto, tu vois qu'il y a une grande main avec des grands doigts qui se terminent dans des espèces de ventouses là, qui se penchent vers toi pour t'aider. C'est la main de Sirgulp. Aidé par tes collègues, ni une ni deux, tu réussis à grimper sans difficulté, il t'amène au niveau supérieur puis il fait vraiment noir. Là. Comme si justement ce niveau-ci avait quelque chose de très sombre, à l'exception des lumières qui sont super bien réfléchies. Puis tu catches que autour de vous c'est une ruine, mais ça a été très bien conçu. Là. La lumière se répercute dans des morceaux des seaux qui sont polis, puis jette l'impression que comme des torches, mais en fait non, c'est les reflets de la lune ou dans le jour, ça doit être le soleil qui éclaire entièrement les lieux, mais il y a des grandes zones d'ombre autour de toi, et il y a que 2 orifices, une à ta droite, une à ta gauche, qui remontent dans le niveau supérieur. Cucurbita grimpe, et Cassis en dernier avec la torche. Cassis, tandis que tu es aidé par tes collègues souris pour grimper au niveau supérieur, tandis que ta torche se rapproche du rebord, puis tu grimpes au niveau supérieur. Vous voyez que quand Cassis met les pieds, secoue un petit peu ses vêtements puis son imperméable, le sol sur lequel elle se trouve est certes solide, mais la matière visqueuse, elle, semble trembloter. Puis se répercute comme ça en écho un peu autour de vous, puis elle relève la torche, puis dans l'autre fond de la pièce, il y a 8 yeux globuleux qui s'ouvrent, puis il y a quelque chose qui fond vers vous. Et on va faire notre premier combat de cette aventure, mesdames. Alors, il y a une espèce de gigantesque créature avec de 8 grandes pattes qui va avancer vers vous à toute vitesse, la gueule grande ouverte, des grands crocs, une mâchoire qui serre, puis elle fonce vers vous, puis ses grands yeux globuleux, puis il y a Sirgulp qui se met en premier puis qui s'interpose, il va subir la première attaque, et vous allez devoir réagir, parce que Sirgulp va en manger une tabarouette. Sirgulp va donc recevoir directement... Oh, aïe, 2 points de dégâts. Tandis que les grandes mandibules se ferment sur lui, puis arrachent une partie de son bouclier, puis vous voyez que sa peau de batracien est comme fendue, puis la créature est juste à vos côtés, et je laisse volontairement cette ambiance très sombre musicale, parce qu'ici c'est pas le combat, c'est la mort qui vous envahit. Puis la créature recule, puis se relève un peu sur ses pattes, puis vous voyez qu'elle recule sur le mur, puis son corps immense s'étire, puis son gros céphalothorax là, laisse place à la noirceur, puis il y a comme un filon d'argent à l'intérieur. Puis elle refonce vers vous. Et là, c'est à vous d'agir. OK? Donc, dans Mouse Ritter, il n'y a pas d'initiative à moins que vous vouliez surprendre l'ennemi. Qui agit en premier et qu'est-ce que vous faites? Moi, je dégainerais... Ah. Vas-y. OK, ben moi, je dégainerais mon épée. Parfait. Puis là, si j'attaque en premier, je le ferai, mais je dirais, en fait, d'essayer de brûler l'araignée. Parce que... Est-ce que toi, tu la brûles ou t'attaques? Ben moi, je l'attaque, j'ai pas la torche, mais je dirais, pendant que je poke l'araignée, à Cassis de la brûler. OK, fait que tu cries, puis t'essaies d'attaquer en même temps pour essayer de dire « Brûlez! » Puis là, tu tires ta longue épée, schlac, puis tu vas attaquer. Les dégâts se font automatiquement, donc roule ton dé de dégâts. Oui, D8, que je cherche. Allô? Oui, ici. OK. Là, c'est D6 ou D8? Fait que je prends lequel? En fait, D8 si tu la tiens à 2 mains, D6 si tu la tiens à 1 main. Ouais, à 2 mains. Excellent. Donc, dans ton autre main, tu pourrais pas avoir de torche ou quoi que ce soit d'autre. Non. Parfait. Oh, 4. 4 points de dégâts. Tu vois que ta lame s'enfonce très profondément à l'intérieur de cette créature-là, qui laisse pousser une espèce de couinement, c'est pas vraiment un cri, là. Puis elle recule, puis elle continue, puis elle refonce vers vous, puis tu cries pour la brûler, Et qui d'autre agit ensuite? Cassis ou bien Cucurbita? Je brûlerais. Ouais, c'est ça. Fait que je lui donnerais un coup de torche d'en face. Excellent, coup de torche. Mais là, c'est ça l'affaire, c'est que j'ai pas de dé associé à ma torche. OK, bon, on va y aller pour un D6. Oui. 3. 3, excellent. OK, cool. Tu vois que la créature se fait brûler par la torche, puis elle recule, là, est effrayée par ce qui vient de se passer. Là. Puis elle recule, puis elle va essayer de grimper à travers l'un des trous là, péniblement. Tu as été capable d'y brûler une de ses pattes, ça semble plus du tout fonctionner. Puis tout son poil velu sur son corps semble l'avoir vraiment blessée. Elle est blessée. Vous avez réduit tous ses niveaux de hit points, mais elle a maintenant la capacité, la condition blessée. Cucurbita, qu'est-ce que tu fais? Là, elle est rendue dans les airs, par contre. Recule. T'es encore à proximité, tu peux l'attaquer si tu veux.
Ok, ouais, avec ma petite hache là, qui serait en fait, j'ai juste trouvé un bout de couteau sûrement à la boulangerie, puis je m'en ai fait une petite hache. J'essaye moi j'aimerais ça essayer vraiment de viser des pattes pour la rendre un peu instable. Là. Ouais, Donc ouais. Cool. Ça va être un D8, je vais y aller à 2 mains, puis j'avais rien d'autre dans mon autre main. Parfait. J'ai eu 3. 3. Excellent. Ouh. Tu vois que la créature qui est en train de grimper s'effondre sur le sol. Puis tu tapes, puis tu tapes, puis tu tapes. Il y a une grosse patte là, qui se sépare du reste de son corps. Puis il y a du sang qui gicle. Puis elle recule, puis elle comprend pas du tout ce qui se passe. Là. Puis elle recule, puis vous voyez que sa violence laisse place à la peur. Là. Puis elle recule dans un coin, puis il y a juste ses mandibules. Puis vous voyez que de son derrière, il y a comme plein de toiles qui semblent tomber du sol. Puis elle agite le réseau de toiles autour d'elle. Elle a pas été capable de prendre la fuite. Goulp s'élance, place sa lame devant lui, court vers la créature et la plante dans sa gueule. La créature tombe au sol, morte, inerte, et le calme revient autour de vous. Je vous l'avais dit qu'il y avait des dangers terribles ici. Puis vous voyez Goulp, là, il est pas bien, là. Bon, je vois plusieurs petites souris. Puis il tombe sur son derrière. J'ai besoin d'un peu de temps pour reprendre mes esprits. Je crois que nous sommes en sécurité ici maintenant. Voulez-vous prendre un moment pour vous reposer pour la nuit? Non, nous devons... Nous sommes venus ici avec l'intention de trouver des réponses. Je ne serai pas un fardeau pour votre groupe. Puis il remet son bouclier sur son épaule. Il accote sa lame. Vile créature. Je ne veux pas... Oh. Oh, j'allais juste demander à Sir Goulp si... Me permettez-vous de regarder votre plaie? Non, je n'ai pas besoin, ne vous en faites pas. Je ne serai pas un fardeau, je vous le promets. Non, ces créatures peuvent empoisonner leur proie aussi, hein? Non, c'est impossible, je ne... Monsieur Lortinet, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Messire, vous ne nous êtes d'aucune utilité si vous êtes mort. Nous avons besoin de vous pour nous rendre jusqu'à bon port. Très bien. Puis il laisse tomber son bouclier, puis tu vois qu'il y a une grosse blessure. Là. Elle est partie là, comme s'il y avait un coupongle qui avait mordu dans le bras d'une grenouille. Là. Il manque visiblement un morceau de chair, puis il y a du liquide noir qui en dégoûte. Là. Tout va bien. Oui, c'est ce que je vous disais. C'est une petite égratignure, mais on va prendre notre temps. J'ai une probablement mauvaise idée. J'en ai probablement une pire. Pensez. Eh bien, dites, je vous écoute. Eh bien, évaluons ensemble quelle est la pire des deux idées. Je me demandais si, en chauffant avec ma torche, ma longue aiguille, il y aurait peut-être moyen de stériliser votre plaie et peut-être même, qui sait, la recoudre. Vous voulez me cautériser le bras en plein milieu de ce bastion? Avez-vous une meilleure solution? Oui, tout simplement poursuivre ma route. Il remet son bouclier sur... Mais Sir Goulp! Puis tu sais, comme... Mettre mon aiguille par terre un peu fort, là. Ponk! Puis tu vois qu'il est saisi, puis il bouge plus, là. Tu sais, il est super loyal. Fait que là, c'est comme si tu venais de donner un ordre, là. Puis il est comme... tétanisé, là. Laissez-nous vous aider. Rien préparé d'autre. J'excuse. Mon idée impliquait la torche de Cassis et ma colle. C'est son idée. Kurbita, pendant qu'ils ont cette discussion-là, qu'est-ce que tu fais? Moi, j'avais la pire idée. Moi, je l'aurais juste amputé. Mais donc, j'ai rien dit. Et pendant qu'elles discutent de ça et qu'elles sont vraiment plus ingénieuses et prudentes que moi, je vais juste lui tendre ma tasse de café puis faire comme, voici un petit remontant pour ce qui s'en vient pour vous. Oui, très bien. Prend une grosse shot de café, puis ses yeux qui étaient déjà grands et ronds et globuleux comme se dilatent, là. Puis il y a vraiment des grandes pupilles, là. Allez-y, faites ce que vous avez à faire. Puis là, je sors le morceau de fromage de mon sac que je traîne toujours avec moi. Mordez dans ce fromage. Allez, Cassie, brûle-le.
Mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je les brûle directement ou je brûle mon aiguille et ensuite j'essaie de... Allez-y avec l'aiguille, c'est peut-être d'accord. moins dangereux. Pensez à votre famille! Puis là, je suis en train de brûler mon aiguille comme de long en large. Excellent. Pensez à votre mission! Ah! Psh! Tcha! Il laisse pousser un cri qui se répercute en écho dans les couloirs non. autour de lui, puis qui s'engouffre, on dirait, puis une seconde après, là, le cri de Gulp s'éteint, puis la lamentation du fantôme laisse place à un cri plus violent. Puis vous entendez plein de pas. Et le silence. Merci. Cela fera l'affaire. Puis il remet difficilement son bouclier. Bon. Je crois que nous ne sommes plus aussi subtils que nous l'étions avant d'avoir cautérisé ma plaie, mais je peux au moins vous être utile. Par lequel de ces trous devrions-nous passer, souris? Cucurbita? Qu'est-ce qui s'offre à nous? Comme, de quoi ça a l'air, l'endroit où on est? C'est une autre deuxième. pièce sphérique, mais il y a beaucoup plus de ce qui est le liquide visqueux qui est au final, la toile d'araignée, là. Puis il y en a plein autour de vous, là. Puis tu vois qu'il y a comme 2 orifices qui, cette fois, sont comme entre le toit et le mur. Tu vois que ça monte comme en diagonale, là, comme s'il y avait 2 couloirs, un à ta droite et un à ta gauche, qui semblent donner, en fait, dans 2 autres sauts, là. Vous êtes dans un saut principal qui est comme divisé en 2 étages. L'étage numéro 1, vous êtes entré. Étage numéro 2, il y a juste un trou au centre. Puis là, dans le plafond, il y a rien. Mais aux angles, à droite et à gauche, il y a 2 couloirs. OK. Et en observant de façon plus attentive, il n'y a pas un des 2 côtés qui me semble être plus prudent, ou il n'y a rien qui m'indique qu'un des 2 côtés est le meilleur côté, là. La créature reculait vers la droite. Une fois blessée. OK. C'est la seule différence entre les deux. Puis son gros corps est juste à côté de cet orifice-là. Morte, OK. mais quand même là. Ben à ce moment-là, je ferais juste questionner mes collègues en leur disant « Est-ce que vous voudriez plus aller vers la tanière de cette bête ou vous éloigner de celle-ci? » J'ai l'impression que cette bête a peut-être d'autres amis dans cette tanière. Est-ce que nous savons la question et y répondre? Ben, est-ce qu'on sait si les araignées sont ben, pas des insectes, c'est pas des insectes, mais sont des bêtes qui ont tendance à vivre en communauté? Est-ce qu'en tant que souris, je saurais ça? Roule un des 6. 1, 2, 3, tu sais. 4, 5, 6, tu sais pas. J'ai eu 1. Tu sais que ces créatures-là, maintenant que tu vois l'araignée que vous avez combattue, t'es comme, mais oui, c'était ça, le liquide visqueux, là. Peut-être que t'en as jamais combattu directement. Celle que t'as combattue dans aux alentours de 1000 mètres, c'est des daddy long legs, là. Fait que tu sais, c'est des araignées qui sont pas vraiment des araignées, puis sont super sympathiques, là, ok? Ils vont juste se promener, puis ils servent de moyen de transport. Mais là, celle que t'as en avant de toi est pas sympathique, là. Pas en tout, là. Mais tu sais que toutes ces araignées-là sont super territoriales. Quand elles vivent ensemble, c'est parce qu'il y en a une beaucoup plus grosse que les autres. Qui est comme, elle impose sa dominance. Donc, il y a comme, plus de chances. Est-ce que c'était la qu'il y ait rien. grosse, ou c'était une petite, ou elle était toute seule, puis elle a mangé les autres? Donc, en voyant le visage de mes collègues, j'imagine que vous voulez aller de l'autre côté. Je pense que oui. J'irai avec le groupe. Et j'ai encore une mauvaise idée. Moi, j'aimerais ramasser l'étoile d'araignée. Je sais pas si c'était ton idée aussi. Ça ressemble à ça. Est-ce que vous voulez prendre le temps de découper un peu les toiles puis pouvoir en ramasser? Et moi, je me moi, j'ai une demandais, dague en plus. Ok, cool. je me demandais si la toile était assez solide pour comme l'enrouler. Ouais, sure. Tu te fais une corde de toile d'araignée, puis vous la découpez, mais ça prend quand même un petit moment, là, tu sais. Puis là, vous essayez de la défaire, puis là, tu sais, quand tu tires, le boing, ça se répercute, les espèces d'ondes sur le reste de la toile. Puis là, vous tirez, puis vous en enroulez, puis à un moment donné, t'es comme, hey, j'ai quand même une bonne toile, là. Puis, je vais vous demander, Cassis et Cucurbita, de rouler chacun un des 6. Et le plus petit des résultats des deux, on va voir ce qui va se passer avec vous. Ah bon, ben, ça Un. serait dur d'avoir en bas de 1. Mais peut-être que tu vas avoir un toi aussi. Non, j'ai eu 2.
T'as eu 2. Fantastique. Fait que Cassis t'enroules ta corde, t'es comme, hey, j'ai une corde de toile d'araignée. Puis quand tu t'annonces ça aux autres, t'es comme, mais voyons, il me semble que c'est pas si impressionnant que ça, une toile d'araignée. Right? Right? Parce que tout le monde est comme... Parce que juste derrière toi, dans le couloir descendu, il y a 8 yeux globuleux encore plus gros qui se sont avancés. Et la créature va t'attaquer, mais à avantage cette fois. OK. Ça va être un 2. Mais je pense que ça t'amène à 0 pour tes points de vie, right? Excellent. Je vais te demander de faire un jet de force, s'il te plaît. Pile. Fantastique. C'est pourquoi j'ai dit avantage, en fait. C'est parce qu'elle essaye pas de t'attaquer pour te dévorer. Elle essaye de t'attraper. Donc, ces grandes mandibules se referment sur ton corps, puis tu te sens comme tiré par en arrière, mais tu mets tes mains sur le côté, puis tu réussis à t'extirper de son étreinte, puis la créature, elle, là, cette fois-ci, est comme, non, t'es mon snack, là. Puis elle avance vers vous, puis vous voyez qu'elle est encore plus grosse que l'autre, et que ce filon d'argent qui est là sur le dos est encore plus monstrueux, comme une rivière qui se répercuterait en plein de petites nervures sur son dos, puis elle avance dans ta direction. Puis elle va foncer vers vous. Elle a déjà fait une attaque, c'est à vous maintenant. Cassis, c'était la première, les 3 autres, vous êtes à équidistance de la bête. Que fais-tu, Cassis? Là, en théorie, j'ai mon aiguille d'une main, puis ma torche de l'autre. Ouais. Puis-je comme faire 2 actions? Je pense pas, mais, Okay. Mais je trouve ça cool. Fait que, on va dire que oui. Parce que ce que j'aimerais faire, c'est lui donner un coup de torche dans les yeux, puis essayer de la piquer avec mon aiguille. OK. Sure. Let's go. Tu donnes un coup avec ta torche pour la faire fuir. Donc, ça va être un D6, mais tiens, pour juste régler la chose, on va diviser par 2 dégâts. Parfait. Fait que 1. Ben, au plus petit, là. J'ai 3, fait que 1. Excellent. Ouais, donc on va mettre ça à 2. Tu lui brûles un des yeux. Tu vois que la créature, son œil commence à fondre, mais que ça l'empêche pas de continuer à foncer vers toi, puis elle semble inarrêtable. Puis de l'autre, tu te retournes, puis là, tu lui donnes ton coup avec ton aiguille. Oui. Parfait. Encore 10 par 2? Non. 5. 5. Tu plantes l'aiguille directement dans sa gueule, puis la créature recule. Puis elle continue à foncer vers vous. Les 3 autres, que faites-vous? Moi, je veux savoir, la lanterne que j'ai, est-ce que c'est une lanterne à l'huile? D'après toi? Oui. Alors oui, c'est une lanterne à l'huile. Je crierais à Cassis de jeter sa torche vers l'araignée, puis je lancerais ma lanterne pour qu'elle soit imbibée d'huile, puis que le feu pogne après elle. OK, excellent. Je vais te demander quand même de faire un jet de force ou de dextérité. Non, ça va être C'est pas un vrai choix. Oui, j'ai eu un. 1. Tu prends ta lanterne, puis tu la lances, puis Cassis, au même moment, tu vois là, au ralenti, passer la lanterne au-dessus de toi, elle se fracasse sur la créature, puis tu fais juste déposer ta torche, puis la créature commence à s'embraser, là. Puis un gigantesque feu là, qui commence à prendre dans ce tout petit couloir, puis les toiles autour de vous commencent à brûler, puis la créature recule. Puis elle se recule, puis elle est vraiment pas bien, la créature, là. Mais au même moment, vous voyez que la créature tombe au sol, puis vous venez de combattre le monstre, puis vous êtes convaincu que le monstre est mort. Jusqu'à ce que l'espèce de filon d'argent sur son dos se détache du dos de l'araignée. Puis il y a de longues mandibules qui s'en extirpent, et ce filon d'argent sort de l'araignée. Puis il y a pas de tête, c'est comme juste une espèce de grand filament d'infection de parasites, là. Puis là, il joue au-dessus de vous. Puis lui, ça ne dérange pas en tout que la créature elle soit morte, là. Il reste juste toi, Miyamoto, et Gulp. Mais Gulp, il est trop en mauvais point pour faire quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu fais, Miyamoto? Miyamoto vomit un petit peu dans sa bouche. Puis, ça ressemble à quoi? Comme, quel genre d'attaque? C'est-tu comme juste des pinces? Imagine-toi, mettons, le plus proche que tu pourrais t'imaginer rapidement, c'est comme voyons, Praying Mantis? Comment on dit ça? Ouais, ok. Une menthe religieuse. Une menthe religieuse, merci beaucoup. Mais il n'y a pas de tête, là. C'est pas un insecte, là. Mais c'est comme des espèces de petites mandibules là, qui vous donnent des coups en tous sens, là. C'est vraiment un parasite qui s'extirpe tranquillement de son corps.
Puis là, l'araignée, elle crame-tu encore ou je peux m'approcher? Elle brûle un petit peu, mais suffisamment pour que tu puisses t'en approcher. Là. Ok, fait que je vais essayer de poker comme si elle essaie d'en sortir, là, l'espèce de masse, du parasite qui sort, là. Fait que, tu sais, ce qui est encore en train de sortir en me disant peut-être que sa tête est en dessous. Ok, sure. Poker dans le corps, mais vers le trou. Parfait. Roule ton attaque, roule tes dégâts. Dégâts. Ouh, 6. Oh, quand même. Ok, tu vois que ça semble se braquer, immobile, comme si tu venais de toucher comme un nerf, puis que le muscle s'était comme tendu l'espace d'un instant, puis tu vois que ça redevient super mou, puis là, t'es proche, là. Fait que la créature va s'abattre sur toi. Et ça va être 5 points de dégâts. Ah, c'est pile mon HP. Excellent, je vais te demander de rouler un dé de Pas force. 5 de HP. Ouais. De rouler un dé quoi? Tu m'as dit ce que tu Antoine? Un Un dé jet de de sauvegarde de je crois. force. Un dé de force. Oh oui! 4. Quatre. C'est en bas de 8. Ok. C'est le fun, C'est mon ça, chiffre Kim. chanceux, 4. C'est le fun, ça. Tu vois que l'espèce de créature continue à s'extirper, puis elle t'agrippe, puis tu vois que ça s'enroule tout autour de tes muscles, de tes petits bras de souris, puis elle essaie comme de te démembrer, là, puis clac, puis soudainement elle lâche. Elle a pas la force nécessaire, parce que le feu semble encore la répulser, puis elle commence tranquillement à s'extirper, puis elle s'accroche après les murs, comme une pieuvre qui recule, là, puis elle recule à l'intérieur du long couloir, laissant devant elle l'espèce d'araignée enflammée. Cassis, que fais-tu? Je vais essayer de mettre le feu au parasite. T'as lancé ta torche dans les flammes. Elle brûle actuellement dans l'huile en feu. Je ne toucherai pas à ça. Petit coup d'aiguille. OK. Faudrait que tu passes à travers les flammes pour te rendre pour combattre au corps à corps. Oh my god. Je m'éloigne. Tu t'éloignes, tu recules? Ouais. Excellent, Vers Sir Goulp. excellent. Donc tu te rapproches de Sirgoul, puis instinctivement, il met son bouclier devant vous, puis il essaie tranquillement de mettre de la distance entre vous et la bête, puis il est terrorisé, là. Soit dit en passant, on pourra régler ça après, mais Cassis, t'as plus de torche. Cucurbita, t'as plus de lanterne. J'avais vous déjà reculez. exprimé. Parfait. Good job. Cucurbita, c'est à toi. Tu vois Cassis qui part dans votre direction. Miyamoto qui a été comme toute brûlée comme par une méduse là, sur son corps, mais qui tient encore sur ses pattes difficilement. Et la Puis là, monstre qui recule dans le couloir. Ok, parfait. Et l'antre de la première araignée, c'est l'autre couloir, c'est ça? Non, c'est le même. C'est la même chose. Ok. Ouais. Moi, je dirais juste aux autres, allons-y, fuyons cet endroit, allons dans l'autre couloir rapidement. Oui. Aïe, En voyant qu'elle s'en va. Excellent. Miyamoto, tu te sauves toi aussi? Oh, mais hein. Excellent. Vous partez toutes donc très rapidement dans l'autre couloir, puis ni une ni deux, vous essayez de grimper en vous aidant, en gardant les yeux dans le couloir d'où la créature s'envole à l'opposé de votre pièce, puis soudainement vous voyez comme ses dernières pattes qui disparaissent. Et vous êtes capable de vous extirper dans l'autre pièce. Puis là, vous respirez difficilement, c'est très sombre autour de vous. Que faites-vous? Vous venez Ben- pêcher ici, vous, Cassis! Pas exactement ici, mais dans les alentours d'ici. Puis pendant le jour, il y a moins de personnes qui nous regardent. Écoutez, ne jugez pas ce que je fais comme métier. Aviez-vous déjà vu de telles créatures? Je ne crois pas, DM. Non, jamais. Non, jamais. Moi non Sur plus. ça, j'allumerais une torche, puisqu'il fait très noir, puis qu'on a perdu celle de Cassis, j'en allumerais une. Parfait. T'allumes une torche, puis ça éclaire tranquillement les visages des 3 autres collègues qui sont avec toi. Puis les 5 personnes que vous êtes autour de cette torche-là regardent la lumière de la torche. Ça. Puis là, vous regardez un peu la torche, puis Sirgoul, puis comme « Oui, c'était très dangereux. Mais c'est vrai que Mais c'est pas un lieu bien 5. étrange Il pour n'y a pouvoir pas venir 5 pêcher. » personnes? Puis il y a juste quelqu'un qui est à côté de vous, fait comme « Non, c'est vrai, c'est un lieu bien étrange pour venir pêcher. » Puis il y a une autre souris qui est avec vous. Blanche, les joues Monsieur creuses. Les joues creuses, les yeux, un fendu blanc,
comme si elle avait été durement blessée, puis un autre œil rouge très semblable au tien, Cassis. C'est vraiment un très mauvais lieu pour venir pêcher, je suis bien d'accord. Puis le rire se répercute en écho, puis c'est très très semblable à la lamentation du fantôme. Que faites-vous? Ah, Monsieur Chakra! Mais taisez-vous! Chakra. Oui. C'est ainsi qu'on me nommait avant que Chakra perde la tête. Et vous? Est-ce que vous êtes un ami de Chakra? Oui! Puis il tend ses grands bras, puis il s'avance vers toi pour te serrer dans ses bras, puis la lumière de la torche, que Kurbita, là, tu capotes, là, ok? Parce que ta lumière, elle éclaire le haut de son corps, qui est tout à fait normal. Mais le bas de son corps n'existe pas, et à la place, c'est des espèces de mandibules parasitaires qui rampent sur le sol. Puis la créature, elle te serre dans ses bras. Miyamoto, puis comme... Un ami de Chakra. Est-ce que vous êtes ici pour prendre le thé avec moi? Oui! Montrez le chemin! Oui, c'est par ici. Oh! Est-ce que vous croyez qu'on devrait inviter Rudy? Vous avez probablement vu Rudy. Il n'est pas vraiment sympathique. Il est un peu gros. Il a des grandes pattes et plein d'yeux globuleux. Rudy se repose. Ah! Oui, il est allé faire une petite sieste. Oh, dormir. Vous voyez, moi, je n'ai pas vraiment trouvé le sommeil depuis... un bon moment déjà. Le thé, le prendre le thé. Puis il part à une vitesse phénoménale. Plein de petites pattes au sol, là, le parasite là, qui semble l'habiter, qui compose la partie inférieure de son corps, permet d'avancer, puis il sort de la lumière de ta torche. Puis vous entendez comme des petits morceaux de céramique ou autre. Puis il revient avec un plateau dans ses mains. Le thé. Alors, une petite tasse pour vous, une petite tasse pour toi, et une petite... Oh! Un chevalier de l'ordre du nénuphar! Puis il rigole, puis il est comme... Oui. Puis il tend une torche, puis là, il prend une grosse théière, puis il verse un gros liquide plus proche de la mélasse que du thé, mettons. Puis il remet la théière sur son petit plateau, puis il est comme... Puis il pitch en arrière de lui. Tout casse. Alors... Oui? Je crois que ce serait, puis là, je suis comme des amis, ce serait beaucoup plus agréable de boire ce thé en prenant l'air frais à l'extérieur. Oh. Venez, Chakra. Oui, suivez-moi. Non, on va vous montrer un autre... Ses petites pattes en arrière de vous. Puis là, il vous pousse dans le dos en direction du couloir qui est devant lui. Allez, venez, la lune, la lumière de la lune. J'adore la lune. Puis il semble vous pousser vers un autre couloir qui monte. Est-ce que vous le suivez? Ou est-ce que vous essayez de vous opposer? Non, Ça on va... prêche. pour l'instant, je suivrai. Oui, moi aussi. Il doit connaître bien les lieux. Mais pendant qu'on marche un peu derrière lui, je vais dire aux deux autres, je sais que je mange et je bois toujours tout ce qu'on trouve, mais je vous indiquerai de ne pas boire cette chose. Je vous invite à faire, lorsqu'il y a de petits souriceaux, de faire semblant de prendre des gorgées et peut-être juste comme... Je n'ai pas l'impression qu'il a la meilleure vue. Il vous pousse dans le dos, donc, puis dans vos stratagèmes, vous faites comme tomber la mélasse à côté Non, mais de vous. il est dans notre dos, c'est ça. Oui, mais il s'en fout, là. Il Non, voit c'est ça, il est pas en rien. avant de nous, il est Ouais. derrière nous. OK. Puis il dit... Il fait froid. Peut-être prendre une cape. Puis il tend juste une de ses mains, puis il tire quelque chose d'un amas de toile à côté. Puis il voit que vous arrachez, il arrache un morceau de vêtement, puis il y a juste comme un visage pris dans la toile d'araignée d'une souris qui semble être pris dans un cocon puis qui a été vidé de l'intérieur, là. Je vous l'emprunte. Alors, mettez ça pour couvrir vos petites épaules. Vous avez été blessé, on dirait, vous. Puis il le met sur tes épaules, Miyamoto, puis tu sais, t'as vraiment l'impression d'être dans le manteau d'un mort, là. Ça sent la souris morte, là. Je dis rien. Il a l'air de bien vous aimer, Miyamoto. C'est un nouvel ami. Mais parlons d'amis, Chakra.
Comment va Fidèle? Puis tu vois que la pression que vous aviez dans le dos cesse. Puis dans notre caméra narrative, très très dramatique, c'est comme s'il s'arrêtait dans le seul puits de lumière qui tombe sur lui. Puis ses épaules s'affaissent. Puis le parasite rampe vers le sol pour essayer de prendre le plus de place possible autour de lui. Fidèle. Fidèle. Puis sa gueule s'ouvre, puis il y a une partie du parasite qui en sort, qui rentre à l'intérieur. Fidèle. Mort. Oui. Oui, il est mort. Il a été mangé par le roi Waron. Ses yeux fixent la grenouille. Mais c'est pas lui. mais il était malade, Fidèle. Oui. Qu'est-ce qu'il avait? Malade comme moi, je suis malade. Comme vous pourriez être malade. Car il a faim. Il a toujours faim. Toujours. Puis sa gueule s'ouvre, puis se déchire, puis son corps, vous remarquez que dans le fond, ce qui tient chakra en place, là, c'est le parasite de l'intérieur, là, qui l'ouvre. Puis il y a des morceaux de chakra un peu partout, tu sais. Puis au bout d'une des angles du parasite, il y a comme ce grand bras-là, puis un autre grand bras, puis une partie de sa cage thoracique qui s'ouvre, comme s'il était inside out devant vous, là. Puis l'espèce de parasite sort de sa gueule, puis il reste juste le crâne de la petite souris qui s'avance vers toi, puis tout ça revient à l'intérieur, puis juste l'espace d'une seconde, vous voyez que ses yeux deviennent super calmes. Puis vous entendez la même lamentation que plus tôt. Fuyez. Et c'est ainsi qu'on va terminer notre partie ce soir. Ouais, c'était pas pour les enfants, ça. Moi, je suis contente parce que quand on a créé cette campagne-là, on s'est dit, hey, ça serait le fun d'offrir du contenu plus léger pour les familles. On va jouer des pitouris. Ben, espérons que c'est des enfants qui ont quand même un certain âge. La voix narrative extérieure, quand même, va se permettre juste une petite phrase à réfléchir d'ici notre prochaine aventure. Devant ce mal qui ronge leur seule porte de sortie, les héroïnes de Mille Miettes font face à un terrible choix. Combattre ce qui reste de chakra ou tenter de le sauver. Et c'est véritablement ce que nous saurons lors de notre prochaine partie. Chère communauté de Courritique, je vous remercie d'avoir été fidèle au rendez-vous pour cette partie un brin horrifiante. J'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi à vous délecter du visage de nos joueuses. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur nos différentes plateformes, donc YouTube, Facebook pour interagir avec nous, Patreon si vous avez quelques pépins à nous lancer, ou en podcast, en audio dans vos oreilles. Mais honnêtement, je pense que cette partie valait la peine d'être vue pour voir les différentes réactions de Kim qui essayait de juste comme pas vomir dans sa bouche. On se retrouve très bientôt pour le prochain épisode. Je vous remercie d'avoir été si nombreuses et nombreux fidèles au poste et on se dit à la semaine prochaine. Ciao!